Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Purpose Info Focus, l'autre rendez-vous de la raison d'être. Nous recevons aujourd'hui Marie-Thérèse Laguerre-Ndiaye, directrice support opérationnel et innovation de Veolia, qui a fait le choix de travailler à la rédaction d'une thèse de doctorat sur la raison d'être et le sens en entreprise. C'est grâce à mes confrères de Mars at Work, qui ont, semble-t-il, été récemment inspirés par Purpose Info et créé du contenu, mais surtout qui ont réalisé ce très bel ouvrage sur l'art de la raison d'être, que j'ai découvert le témoignage de Marie-Thérèse sur ces sujets d'identité et de raison d'être. Cela m'a donné envie d'ouvrir le dialogue, à la fois sur la culture d'entreprise chez Veolia, sur le travail réalisé sur la raison d'être, sur la confiance en général. Merci beaucoup Marie-Thérèse d'avoir accepté de venir témoigner dans Purpose Info Focus. Merci aussi de m'avoir donné le contact de Karen Kroos pour le prochain épisode de Purpose Info en juillet. Merci beaucoup Clarence, et je suis ravie pour Karine. Je pense que c'était une belle opportunité aussi de démontrer les ambitions et les engagements de Veolia sur les sujets de développement durable et de RSE en général. Et donc, merci pour cette opportunité et merci de me recevoir sur ce Purpose Info Focus sur les sujets de raison d'être qui effectivement me passionnent. M'ont passionné au point où j'ai voulu faire un doctorat pour essayer d'approfondir ce sujet, comprendre où en est aujourd'hui l'état de l'art, de la pensée et quelque part de l'écrit et apporter à mon humble niveau une petite contribution. Donc voilà, merci beaucoup. Pourriez-vous, pour débuter l'échange, nous parler des valeurs et de la culture d'entreprise au sein du groupe Veolia ? Pour illustrer un peu ça, avant une conclusion finalement plus douce, il avait semblé au début de l'épisode de l'OPA contre Suez qu'il y avait quelque chose qui aurait pu aller à l'encontre de certaines des valeurs affichées, comme le respect et le sens du client. Merci. Écoutez, les valeurs de Veolia sont multiples, mais on en a défini, nous, 5 qu'on estimait être quelque part non négociables. Ce sont les valeurs de responsabilité, elles sont sociales et sociétales, j'y reviendrai. Ce sont les valeurs de respect, ce sont les valeurs de solidarité, ce sont aussi également des valeurs de la relation client que vous citiez et d'innovation. Si je reviens sur ces valeurs-là, pour moi, sur ces valeurs de responsabilité, qu'elles soient sociétales, et cet engagement qu'on a envers nos clients à avoir un développement, en tout cas à assurer sur les territoires que nous servons, un développement harmonieux entre nos services, les populations que nous servons et donc qui, quelque part, bénéficient de ce que opère Veolia sur certains territoires qui sont nos clients. Pour nous, cette responsabilité-là, elle est non négociable, cette responsabilité sociétale. Donc, et puis, on a la responsabilité sociale, celle qui nous engage envers les collaborateurs à nous assurer de leur développement en termes de compétences, de leur sécurité sur leur lieu de travail. Et ensuite, on a ces multiples autres valeurs qu'on défend fortement, qui sont celles de la solidarité. C'est une solidarité qui est entre l'ensemble de nos parties prenantes. Et c'est par exemple pour nous assurer de l'accès à l'eau pour tous, en tout lieu, et pas qu'à l'eau, et à tous les services essentiels. On passe aussi par une charte de comportement des managers qui doit nous assurer que les valeurs que nous prenons chez Veolia sont bien sues, comprises par tous et appliquées par tous les collaborateurs partout dans le monde. Ensuite, il y a la notion de respect. Cette notion de respect, c'est ce comportement qu'on a les uns, qui nous est personnel, mais qui doit aussi être quelque part tenu dans un collectif. C'est la façon dont on opère avec l'autre et la façon dont on se comporte avec autrui. C'est le respect aussi des règles législatives et des règles au sein de l'entreprise. Et ensuite, il y en a 2 derniers qui sont très importants pour nous, c'est le sens du client. Le sens du client, c'est cette notion d'écoute du client, c'est de s'assurer qu'on leur apporte le service le plus pertinent possible en permanence pour répondre à leurs propres besoins
de développement économique, mais pas que, de développement social, de développement environnemental et de développement technique. Et ensuite, on en a un tout dernier qui n'est pas le moindre, qui est l'innovation. Pourquoi l'innovation est chez nous une valeur? Parce qu'on pense qu'il faut réfléchir très en amont les solutions et le monde de demain et les services qui vont répondre aux enjeux du monde de demain. Et cette innovation, c'est ce qui va permettre d'apporter des solutions qui soient durables et qui répondent à des enjeux à la fois environnementaux, à la fois sociétaux et également de responsabilité des uns par rapport aux autres et aussi pour les générations qui vont arriver. Et, alors, je vais revenir sur le sujet de l'OPA. Non, écoutez, le sujet de l'OPA, pour moi, c'est aussi un sujet de responsabilité. C'est une responsabilité qu'on a, nous, en tant qu'entreprise, envers nos clients, et ces clients que vous citiez, mais aussi envers nos collaborateurs. La responsabilité d'une entreprise, c'est de mettre en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour assurer et à la fois sa pérennité, son action, et son action, je veux dire, la mise en œuvre de ces services. Donc, on est dans l'action et la mission de l'entreprise. Et lorsque cette OPA, et je rappelle, une OPA, ce n'est pas une règle qui est mise en place ou qui est éditée ou édictée par Veolia, c'est une règle des marchés. C'est une règle des autorités financières, l'OPA. Et cette OPA, on la lance parce qu'à un moment, un actionnaire, l'actionnaire majoritaire de Suez, décide de mettre sur le marché 30% des actions qu'elle détenait chez Suez. Je pense qu'on avait une responsabilité vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis des clients et vis-à-vis des salariés de Veolia, d'engager et en tout cas de mettre en œuvre tous les moyens qui étaient à notre disposition pour nous permettre de, quelque part, conforter notre position de leader mondial dans les services à l'environnement. Et cette OPA, elle sert à ça. Elle vient répondre à cette responsabilité, à cette nécessité de mettre en œuvre tous les moyens qui nous permettent de conforter une position de leader en prenant des parts de marché ou en tout cas en confortant des positions, notamment à l'international, et en restant dans le respect des règles édictées par les autorités financières. Voilà. Merci beaucoup. Pour conclure sur le sujet des valeurs, est-ce que vous avez mis en place des indicateurs pour les mesurer? Est-ce que vous avez des indicateurs de mesure? En fait, ça fait partie de ce qu'on appelle, nous, la performance plurielle. Donc, Veolia a défini un certain nombre d'indicateurs qui répondent à ces… Donc, c'est plutôt l'ensemble de notre raison d'être qui est mesuré. On est, il me semble, l'une des premières entreprises et l'un des premiers grands groupes à dire qu'il nous faut mesurer l'action qui est liée à notre raison d'être. Donc, on a appelé ça cette performance plurielle. Elle est économique, elle est commerciale, elle est sociale, elle est sociétale. On a de mémoire comme ça 46 ou 48 indicateurs qui doivent nous permettre de mesurer l'impact de l'ensemble de nos actions sur ces 5 grands axes que je vous ai définis. Merci, c'est la transition parfaite puisque vous avez participé à tout ce travail sur la raison d'être du groupe, je crois. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le processus qui a été suivi? Et puis pour le futur, est-ce que Veolia a vocation à devenir société à mission, par exemple? Écoutez, on a tous travaillé. Moi, enfin, ça a été, je pense, un moment assez fantastique dans la maison. On a été le premier groupe à faire ça. Ça a été un travail collaboratif extrêmement puissant, extrêmement intense, qui ne prenait pas que les salariés, c'était l'ensemble des parties prenantes de notre groupe qui nous ont permis de définir notre raison d'être. C'était les salariés, c'était des clients,
c'était un panel de consommateurs. C'était ce que nous, on appelle aussi nos critical friends. Ce sont ces experts externes qui vous permettent de faire l'effet miroir avec ce qu'on envoie, en tout cas la perception que d'autres pourraient avoir de notre action. Et en fait, lorsqu'on a fait ces groupes de travail, on a chacun posé, défini ce qu'on imaginait, ce qu'on on ambitionnait, au-delà d'imaginer, ce qu'on ambitionnait pour notre groupe. Et c'est ce travail qui a été présenté à notre CA, donc à notre conseil d'administration, et qui a été voté lors de l'Assemblée générale en avril 2019 de mémoire. Donc, c'est un travail collectif, collaboratif. Je pense qu'il ne peut pas être autrement si vous voulez que votre raison d'être soit comprise de l'interne, comprise de l'externe, et donc que vous ayez des gens qui soient un peu aussi en capacité de vous supporter. Et par supporter, j'entends vous porter, être vos ambassadeurs sur le long terme. Alors, est-ce que Veolia doit devenir une entreprise à mission? J'avoue, je ne peux pas me permettre de répondre à cette question. Elle relève de notre PDG et pour qui j'ai un respect, une affection très forte parce qu'on a vu cet engagement d'un homme à transformer une maison à qui on avait dit pendant des années qu'on ne pouvait pas transformer Veolia. Donc, comme quoi tout est possible. C'est une question d'engagement, de volonté, de vision et de sens et de cap gardé. Et ça, je pense que la maison a su très bien le faire. Elle s'est donnée par contre 2 missions qui sont des missions très très fortes. La première a été de dire il faut ressourcer ce monde, il faut être en capacité de réutiliser autant que possible et presque à l'infini les ressources que nous sommes en train de consommer de cette planète parce qu'elles ne sont pas à l'infini. Nous avons une croissance assez exponentielle en termes de population, mais qu'est-ce que la planète est capable de supporter? C'est peut-être pas aussi exponentiel que ça, et donc il faut qu'on trouve des moyens de ressourcer, de régénérer une ressource qui a été exploitée une fois, et qu'on n'exploite pas à l'infini, parce que ce n'est pas infini. Et ensuite, on s'est donné une autre mission qui, pour moi, est majeure, qui est de dire qu'il faut réussir cette transformation écologique. On est au pied du mur, il va falloir réussir cette transformation écologique, et Veolia met tout en œuvre pour contribuer à cette transformation écologique. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. Et quand on écoute Antoine Frérot, effectivement, j'ai eu la chance de l'entendre plusieurs fois dans des webinaires récemment. On sent qu'il y a quelque chose de réel derrière tout cet exercice. C'est aussi pour ça que c'est un plaisir de vous interroger. C'est gentil. Question suivante. Les dernières enquêtes montrent que les Français ont une relation de confiance avec leurs entreprises, surtout dans les PME, j'ai l'impression. Comment expliquez-vous que les grands groupes aient plus de mal à susciter le même engagement? Alors, je ne suis pas convaincue que les citoyens, ou en tout cas les Français dans leur grande globalité, n'ont pas, ou en tout cas ne fédèrent pas autant que les PME peuvent le faire. Je pense qu'elles ont surtout eu moins de capacité de rendre visible leur action, du fait de la taille, tout simplement. Elles sont plus grandes, elles ont des opérations plus multiples, elles sont de ce fait moins lisibles. Je pense que l'un des grands avantages, justement, des raisons d'être des entreprises et de la mise en place de ces raisons d'être des entreprises, c'est que ça les oblige à être concrètes, à définir de façon très claire, très lisible pour l'autre, quel est le sens de leur action, quel engagement elles prennent, quels engagements elles prennent en termes social, sociétal, économique, environnemental. Et donc, c'est presque au-delà de juste cette RSE qui, effectivement, est peut-être un peu restrictive. Je pense que les mécaniques sont bien plus larges.
elles sont bien plus multipartites que juste cette responsabilité sociale et environnementale. Je pense qu'elle est économique, et cette pandémie nous le prouve tous les jours, que la responsabilité des entreprises, elle est bien plus large que juste environnementalement et socialement parlant. Elles ont aussi une responsabilité économique dans la façon dont elles vont réengager leur système pour s'assurer qu'on ait le moins de licenciements possible, parce que la crise est passée par là, qu'elles ont une dynamique très forte pour relancer leurs activités et donc relancer l'économie. Donc pour moi, on a dans cette notion de raison d'être quelque chose qui permet à l'ensemble des citoyens de comprendre l'utilité de l'entreprise et l'utilité des grandes entreprises. On voit bien, et c'est pour ça probablement que je choisis cette notion de raison d'être, parce que pour moi, elle est au cœur de ce qui tient notre système. Pourquoi une entreprise est là où elle est? Pourquoi fait-elle ce qu'elle fait? Et si elle reste dans ce qu'elle fait performante pendant 150 ans et que vous lui laissez la main pendant 150 ans, tant mieux, c'est qu'elle aura réussi à répondre en permanence à vos attentes. Et c'est ça qu'on demande à une entreprise. Dans sa pérennité, c'est de savoir évoluer avec le citoyen et de répondre en permanence aux besoins du citoyen. Et tant qu'elle le fait, il n'y a pas de raison d'être en opposition avec elle sur le principe qu'on entend malheureusement beaucoup trop de « Ah ben elles sont là depuis trop longtemps ». Heureusement qu'elles sont là depuis longtemps. Et on voit bien la nécessité pour les pays aujourd'hui, pour notre nation, de garder des filières fortes, structurées, et la filière environnementale, on a la chance d'avoir un pays qui a pris des engagements bien plus forts que probablement n'importe qui dans le monde, qui s'est mis des contraintes probablement bien plus que n'importe qui dans le monde, et de ce fait, a des entreprises qui sont à la pointe des technologies quand il s'agit d'être dans une proposition de service environnemental. Et je pense que ça, il faut le soutenir, il faut que les citoyens le comprennent et qu'elles soient elles aussi ambassadeurs et ambassadrices de leurs entreprises, les petites et les grandes. Je vais quand même me risquer à une hypothèse liée à la question précédente. On a tous en tête des exemples de comportements de petits chefs, de managers qui veulent aller par-dessus l'épaule, et au niveau du télétravail, ça a pu faire des ravages à certains moments, faire des réunions toute la journée. Ces efforts, ce manque d'efforts, ou en tout cas, ça suffit à ruiner les vrais efforts dont vous parlez et qui sont réels de beaucoup d'entreprises qui cherchent à se transformer. Est-ce qu'il y a un processus chez Veolia qui permet de repérer les managers toxiques en question pour les former, pour les aider à s'améliorer? Je pense que ça fait partie des sujets qu'on a intégrés, nous, comme étant dans l'ADN du groupe. On les a intégrés d'abord dans cette notion de respect d'autrui, dans cette notion de solidarité les uns envers les autres. On doit, dans une entreprise, être bienveillant. Et c'est d'ailleurs comme ça que je définis en général l'entreprise Veolia, c'est par sa bienveillance. Moi, j'y suis depuis 15 ans, j'ai fait plein de métiers, j'ai fait différentes entités, et il y a une chose qui est une valeur cardinale, c'est la bienveillance. Et on se regarde les uns les autres, on a conscience de l'autre en permanence. Donc, l'autre vous intéresse. Et de ce fait-là, vous avez presque un contrôle d'un système, d'un ensemble d'individus qui, quelque part, autorégulent ce genre de comportement. Parce que vous pouvez en parler, parce que vous avez des collègues qui sont à votre écoute. On n'est pas siloté, on n'est pas cloisonné. Les gens, parce qu'ils sont chez Veolia en général depuis longtemps, ont des réseaux très forts, très diffus, et ont toujours une capacité à poser les sujets de façon parfois informelle. Et ensuite, on a un système très formel pour identifier les dérapages. On a un comité d'éthique qui sert à ça.
Notre comité d'éthique est un comité qui est composé de personnes internes et externes à Veolia. Et ce comité d'éthique, quelque part, vous l'interpellez de façon très simple. C'est une plateforme, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les modalités pour inscrire quelque chose dedans sont extrêmement simples, parce que moi, je suis allée notamment dans le cadre de mon doctorat regarder de quelle façon on interpellait ce comité d'éthique. Donc, tout le monde, à tous les niveaux, peut interpeller ce comité d'éthique. Et il y a, enfin, voilà, il n'y a pas de complexité dans la mécanique. Donc, on peut s'assurer de cette façon-là que tout le monde est en capacité de répondre et en tout cas, de quelque part, de poser son sujet de façon complètement anonyme et de dire, voilà, moi, j'identifie ça. Parfois, on n'est pas la personne qui soit elle-même impactée par la chose, mais on peut l'avoir identifiée en disant, attention, moi, j'alerte pour un collègue qui ne le fait pas lui, pour une raison qui lui est propre, mais moi, la situation telle que je la vis, telle que je la perçois, me semble inadéquate à nos valeurs, donc je vous le signale. Et c'est aussi, je pense, une des bonnes façons de régler, en tout cas de contenir ces sujets-là. C'est un peu comme le font les militaires. Hein. Quand vous êtes dans un groupe chez les militaires, en général, le groupe règle l'individualité. C'est-à-dire que quand le groupe voit la déviance d'un individu, en général, les généraux laissent d'abord le groupe essayer de redresser cette déviance individuelle, et les généraux n'opèrent que si derrière, on voit que enfin, voilà, cette déviance n'arrive pas à se remettre dans la perspective du groupe. Mais je pense que c'est d'abord une affaire de groupe, une affaire de collectif. Nous sommes des collègues et nous avons besoin, nous devons prendre soin les uns des autres. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et juste parce que vous parliez de télétravail, et je vais beaucoup, et je pense que la problématique que je choisis de traiter dans le doctorat est essentiellement cette problématique-là. Quel type de management quand vous avez des gens en télétravail? Je n'imagine pas demain qu'on va sortir du télétravail. C'est très drôle. J'entendais la présidente de la Confédération des DRH de France hier sur une émission très connue économique qui disait: on a vu dans les entreprises des gens déménager peut-être pas à l'autre bout de la France, mais suffisamment loin de leur zone de travail pour que les entreprises commencent à se dire: ah, il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Et ce ne sont pas des cas un peu individuels ou un peu complètement symptomatiques d'un ou d'une entreprise. Ils voient ça dans toutes les entreprises. Donc, il y a bien cette notion de comment on manage demain des équipes où les gens vont être en télétravail entre 1 à 3 jours. Je pense que la moyenne va être plutôt entre 2 et 3 jours. Donc, comment ça se manage? Moi, je crois qu'il faut revenir et en tout cas réfléchir probablement à des théories de management qui existent, celles qui ont été beaucoup déployées au Japon, avec qui, je pense, et revenir à ces notions justement de management par le sens et par la mission. Les entreprises japonaises, et qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, pourquoi les entreprises japonaises, à un moment, ont eu cette avance sur le reste du monde, c'est justement dans cette capacité à fédérer le sens de l'action individuelle. Et donc, les Japonais en entreprise étaient très responsabilisés et savaient pourquoi ils faisaient les choses et contribuaient de façon très mécanique, très automatique à la création globale de valeur de l'entreprise. Mais chacun savait quel était le sens de son action. Et je pense qu'il faut revenir peut-être à ces pensées managériales de Aoki, de Mintzberg, qui sont plus dans le management par le sens. Et donc, quel sens je donne à l'action de l'autre, et par le sens que je donne à l'action de l'autre, j'ai moins besoin d'être dans le contrôle. Il faut de la confiance. Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à se faire confiance. Nous sommes tous des adultes responsables quand nous arrivons en entreprise.
On ne devient pas enfant une fois qu'on a passé la porte de son entreprise. On reste en général un adulte responsable, parent, et voilà, il n'y a pas de raison que quand vous êtes chez vous en train de travailler, que cette mécanique soit très différente que quand vous êtes en entreprise. Mais pour ça, il faut comprendre le sens de son action. On pourrait être plus d'accord. Peut-être qu'il manque en France, c'est le mot que vous avez aussi employé, c'est la responsabilité. On a du mal peut-être à accepter les responsabilités qui vont avec cette confiance. Et c'est un travail en devenir. Merci beaucoup. Absolument. Absolument. Je pense qu'on devrait le regarder probablement aussi beaucoup plus dans les cursus de formation supérieure. Je pense que si on avait autant d'excellents techniciens quand ils sont dans leur cursus sur la partie technique que sur cette partie managériale, la France serait inarrêtable. Eh bien, espérons qu'elle le devienne. Merci pour... Merci pour cette conclusion, Marie-Thérèse. Merci pour cet entretien passionnant. Pour le prochain épisode, je recevrai Dominique Bugnier, c'est CCO, directrice des opérations du groupe Octo. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Clarence. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.